Nous sommes lundi 30 septembre 2019 et oui, nous bouclons déjà aujourd'hui la fin du troisième trimestre de l'année en cours et nous démarrons cette émission pendant qu'une pluie arrose la ville de Lomé et ses environs. Première victime collatérale de la pluie, les confrères qui sont vraiment empêchés pour arriver. Mais nous allons démarrer en attendant qu'ils arrivent, n'est-ce pas, à Liromoru Chakala? Oui, absolument. Nous allons démarrer le temps qu'ils arrivent et qu'ils s'installent pour que, de façon concertée, on puisse donner l'actualité telle qu'elle se déroule et telle que les gens veulent bien l'entendre, de façon bienveillante à toutes les auditrices et tous les auditeurs de Canal FM. Merci. Le quorum de la ponctualité est pour nous un principe cardinal. Pour nous accompagner, les techniciens déjà à l'œuvre, Vitokbe Koko Michel Tomega qui vous salue, avec à ses côtés Géraud Dakucha qui enregistre l'émission aussi bien en son, en image, qu'il vous servira dès que nous aurons bouclé. Et le brave Didier Assogba qui arrive ici, il est à moitié mouillé, mais rien ne vaut la fidélité au club de la presse, n'est-ce pas Didier Assogba? Oui, évidemment, quand on dit oui, on respecte sa parole. Et c'est surtout ça, de ça il s'agit. On a essayé de braver la grande pluie qui s'abat actuellement sur Lomé pour être au rendez-vous de l'émission Le Club de la Presse. Vous avez tout dit. Quand on dit oui, on tient sa parole, n'est-ce pas? Évidemment. Merci beaucoup. Cette pensée du jour que nous adressons aussi bien au monde scolaire, nous allons reparler d'eux également, pourquoi pas, aux candidats déclarés ou présumés pour la présidentielle 2020, eh bien, c'est Prosper de Crébillon qui écrit que le succès est toujours un enfant de l'audace. Le succès est toujours un enfant de l'audace. Cette pensée, nous la recommandons aussi bien au monde scolaire depuis le préscolaire jusqu'en terminale, en attendant la rentrée académique pour les universitaires et également aux candidats qui se bousculent déjà dans les starting blocks pour l'élection présidentielle 2020. Alors, commençons avec cette année scolaire 2019-2020. Nous entamons déjà aujourd'hui la troisième semaine, mais de bonne volonté continue à se signaler pour que l'année scolaire soit réellement inclusive, à savoir qu'aucun enfant togolais ne soit laissé sur le quai pour défaut de fourniture scolaire, et également d'autres qui invitent déjà les élèves à l'excellence. La semaine dernière, nous avons reçu des invités, notamment des ONG qui assistent les élèves. Aujourd'hui, Forum de la semaine nous parle de la compagnie de téléphonie mobulaire, de téléphonie Togo Cellulaire, qui continue à donner le sourire. Le dernier épisode, c'est aux élèves démunis de l'école primaire publique Sagbado. Didier Azogba, on ne finirait pas de citer toutes ces bonnes volontés, personnes physiques ou personnes morales, qui se signalent aux côtés des élèves, qui, pour offrir des fournitures, d'autres encore construisent des bâtiments, d'autres encore offrent des bourses. Nous devons vraiment remercier toutes ces bonnes volontés. Oui, évidemment, ce dont il s'agit ici, c'est une question de solidarité. Et la solidarité est l'une des valeurs les plus précieuses des républiques. Et quand on est dans une république, on se doit d'être solidaires les uns envers les autres, et surtout ceux qui disposent de moyens envers ceux qui n'en ont pas. Et quand on est surtout une société d'État, ou qu'on est une organisation de la société civile, c'est dans l'ordre normal des choses que d'apporter de l'assistance à ceux qui en ont vraiment besoin. Je pense que c'est dans ce contexte que s'inscrivent ces différentes initiatives auxquelles on assiste depuis ces dernières semaines. Je pense que cela devrait continuer pour que des Togolais, des enfants togolais qui ont envie de faire des études, de se faire éduquer, puissent avoir de quoi véritablement aller à l'école. Merci. Nous disons merci à toutes ces bonnes volontés dont Togo Cellulaire avec ce qu'elle fait, mais vivement que Togo Cellulaire nous satisfasse d'abord par de bonnes conditions de la téléphonie, Didier.
nous les clients, hein, nous sommes toujours satisfaits des conditions que nous fait Togo Cellulaire, aussi bien que le coût de la communication, que la fluidité, la disponibilité du réseau. Togo Cellulaire doit continuer à mieux faire. Oui, je pense fondamentalement que ça doit être un défi pour Togo, la société Togo Cellulaire, et surtout quand on est une société d'État et qu'on a un concurrent de l'autre côté qui est privé et qui essaie de faire des merveilles. Je pense que Togo Cellulaire et Togo Cellulaire donc doit essayer d'améliorer un certain nombre de services, que ce soit l'appel classique. Moi, je vis dans un quartier où quand vous m'appelez, il faut tenter plus de 20 fois. Alors que je suis quelque chose. Voilà, en plein cœur de Lomé et très proche d'ailleurs d'un quartier où vivent les nantis. Et des fois on comprend pas. Des gens pensent que vous ne voulez pas décrocher ou que vous n'êtes pas accessible, mais c'est le réseau. Et dernièrement, le problème qui se pose également, c'est le coût de la facturation qu'on nous fait et on ne maîtrise pas grand-chose. Et je pense que Togo Cellulaire gagnerait à communiquer sur la nouvelle facturation qui est en cours et ça lui rendrait service. Et la facturation de la communication téléphonique, les SMS et également le forfait Internet sur lequel beaucoup de personnes sont carrément mécontentes. Une ou deux personnes l'ont dit directement ici dans le club de la presse. C'est pour que Togo Cellulaire nous serve mieux. Mais revenons à ces bonnes volontés qui continuent toujours à soutenir l'école togolaise. On a parlé des ONG de Togo Cellulaire. Il y a également la nouvelle jeunesse pour le soutien au président Faure Gnassingbé avec son président qui n'est plus à présenter, Noël Depoune, qui vient de se signaler encore à notre attention que cette ONG, cette association qui prône la culture de l'excellence en milieu scolaire, notamment dans la région de Savane, vient de faire encore des dons et également des promesses de bourses aux écoles et aux meilleurs élèves. Nouvelle Opinion en parle, tout comme votre journal Courrier de la République qui titre à la page 7, deuxième édition de la journée de l'excellence en milieu scolaire dans la commune de Loti 2, près de 6 millions de francs CFA, de la nouvelle jeunesse au président, la nouvelle jeunesse pour le soutien au président Faure Gnassingbé pour soutenir l'effort, la persévérance et l'excellence. Alirou? Oui, ce geste vient de quelqu'un qui s'est toujours signalé dans ce sens. Et à chaque fois que des occasions se présentent, il n'hésite pas. C'est Noël Depoune, le député, toujours présent auprès des siens et loin même de ses parents. Et cette année encore, il s'est encore signalé avec de très grands cadeaux qu'il a offerts à certains élèves, à certains établissements pour encourager les enfants qui se sont donnés à fond dans les études. Et vous savez, l'excellence a un prix. Et quand on s'adonne à fond, quand on se transcende, quand on se sublime, il faudrait que ces enfants-là sachent que il y a des gens qui sont en train de remarquer l'effort qu'ils sont en train de fournir. Et au nombre de ceux-là qui regardent de très près le travail fait par ces enfants, ces élèves, figure en bonne place Noël Depoune. Plus de 6 millions de francs pour saluer l'excellence, pour donner ce talent-là par rapport à cette année scolaire qui vient de commencer. C'est un acte hautement humain, c'est un acte de solidarité et nous souhaiterions que d'autres bonnes volontés puissent aussi emboîter le pas à ce grand humaniste qu'est Noël Depoune. On n'a pas besoin de crouler sous le poids des milliards avant de montrer sa solidarité envers les autres. Quand je parcours votre article, je constate que l'assistance de l'association de Noël Depoune se convertit aussi bien en dons de fournitures scolaires, en fabrication de mobilier scolaire. Et également, il soutient quelques enseignants volontaires et il offre également des bourses
pour les meilleurs élèves. Oui, ceux qui ont eu de belles mentions ne sont pas du reste, ils ont été aussi rétribués par rapport à l'effort fourni. Donc les meilleurs élèves ont eu des enveloppes, ils ont eu droit aussi à des vélos pour parcourir les distances reliant leurs maisons respectives à leurs établissements. Donc c'est des tables bancs, plus d'une centaine ont été offerts aussi à certains établissements. Maintenant, s'agissant des nouveaux bacheliers, on a eu aussi à aider ces élèves méritants qui vont entreprendre leur cursus universitaire en leur donnant le juste essentiel pour que la liaison entre le lycée et l'université puisse se faire dans l'absolue fluidité. Que ces gens-là, surtout, ils vont quitter leurs parents pour des ailleurs inconnus, notamment les universités privées, celles publiques de Kara et de Lomé. Donc, il faut les appuyer et Noël de Poukoun a eu à le faire par le truchement de son association. Donc, et puis, il a aussi donné du matériel didactique. Parce que vous savez qu'il y a souvent des photocopies que l'on fait, donc on a besoin des rames. Et quand on sait les conditions dans lesquelles nos établissements évoluent, il faudrait quand même des bonnes volontés pour appuyer cela. Nous parlons aujourd'hui de la nouvelle jeunesse de soutien au président Faure Gnassingbé, créée et présidée par Noël de Poukoun, qui est assez active dans la région des Savanes. Tout comme la semaine dernière, nous avons reçu une autre ONG, IT Village, avec un autre fils du milieu, Étienne Dablé, qui fait un peu la même chose dans la région de Savane. À Lirou, on peut ajouter à cette bonne volonté dans la région de Savane également un ancien député, M. Sambiani, qui fait un peu dans la même chose. Il aide à construire des bâtiments scolaires. Il offre lui aussi des bourses. Il promeut également l'éducation. Il est également dans l'énergie solaire. Alors, décidément, la région des Savanes suscite vraiment de la vocation auprès de bonne volonté. Oui, c'est la zone ou bien la région la plus pauvre du pays. Les indicateurs sont là, mais heureusement, il y a des bonnes volontés qui ont à cœur d'inverser cette tendance par leurs actions qu'ils mènent sur le terrain. En dehors de Noël de Poukoun, il y a aussi un grand-fils de cette grande région, la région des Savanes, qui s'illustre aussi dans l'humanitaire. Et c'est Augustin Sambiani. Et nombreux sont ces élèves aujourd'hui au niveau même du supérieur qui doivent leur parcours à leurs frères, à leurs parents qu'est Augustin Sambiani. Il leur a offert des bourses d'études, il a payé leurs frais de scolarité, il leur a donné des vélos pour parcourir des distances. Il a construit même certains des établissements scolaires en installant des latrines, en dotant ces établissements-là d'éclairage public à base de l'énergie solaire. Donc, cette localité vraiment doit susciter admiration de par la qualité de ses fils et de ses filles. Donc, c'est ça. Quand on est à un certain niveau, il faut aussi encourager la base à emboîter le pas pour que la relève puisse être assurée. Donc, bravo et chapeau bas à Depoukoun, à Augustin Sambiani et à d'autres bonnes volontés encore. Que cela serve d'exemple à ceux qui sont encore tatillons et qui ne veulent pas se signaler. Didier Assogba, il faut toujours rappeler que l'éducation, c'est l'une des tâches régaliennes de l'État, mais là où l'État se fait un peu absente ou insuffisant, il faudra que nous ayons de temps en temps de ces bonnes volontés qui se multiplient par dizaines, par centaines et qui couvrent toutes les régions du Togo. Oui, je l'avais déjà dit qu'on devrait se montrer solidaire entre nous quand on est fils d'un même pays et surtout d'une même république. Je pense véritablement que ce que font les Noël de Poukoun, les Augustin Sambiani, ou encore d'autres bonnes volontés. Étienne Dablé, notre ami, la directrice de la maison TV5 Monde. Voilà, toutes ces bonnes volontés. On a parlé également du Togo cellulaire. J'ai cru lire également qu'un député membre du NET a également fait des dons de kits scolaires dans le Grand Bassar, c'est précisément à Kabou, samedi dernier, et plein d'autres qu'on ne sait pas, dont on n'est pas au courant,
mais qui font des actions similaires. C'est tout à l'honneur de la République, mais nous aurions voulu à ce que des figures de proue de notre pays, et des gens qu'on connaît également et qu'on imagine avoir disposé des moyens, s'investissent dans ce cadre-là, des structures d'État, des structures publiques, des structures parapubliques qui doivent également s'investir dans ce domaine-là. Ça permettra à notre République d'être véritablement celle que nous voulons. Merci, c'est très bien, c'est toujours bien de remercier la bonne volonté, sauf que de la générosité à de la propagande, le pas est vite franchi. Ainsi, dans sa parution de vendredi dernier, le confrère L'Alternative titrait grandement à sa manchette « Propagande nauséabonde, Kofi Sodokin et sa flagornerie ». L'article dit en l'instance que, tout comme on vient d'en parler pour les autres, Kofi Sodokin aussi a offert du matériel scolaire pour appuyer l'école, sauf que l'Alternative voit cela comme une charité à coup de com'. Kofi Sodokin est aussi entré dans la générosité spectacle. Ainsi, il a peint un bâtiment scolaire et offert des cahiers à l'effigie de Faure Gnassingbé aux élèves de sa localité dans le moyen mono, ce que l'Alternative trouve de ridicule. Et Courrier de la République, vous aussi, vous revenez sur le sujet aujourd'hui dans votre parution, à la page 6, et vous qualifiez carrément M. Kofi Sodokin de gaffeur, qui a frappé fort. Juste pour rappeler, Kofi Sodokin est professeur d'université, il est conseiller dans la cellule économique du président de la République. Il est élu député à l'Assemblée nationale en décembre dernier. Il a voulu se montrer généreux auprès de ses jeunes frères dans le moyen mono. Sauf que vous trouvez que au-delà de la générosité, c'est plutôt un mauvais spectacle que Kofi Sodokin a offert aux siens. Oui, un très vilain spectacle. C'est pas le fait d'avoir donné quelques cahiers, d'avoir peint un bâtiment scolaire. Mais c'est le caractère intéressé de la chose qui choque. Vous savez, c'est un député de la localité et ce député est censé quand même connaître les lois de notre République. Mais quand on va pour donner quelques cahiers et qu'on veut le faire de bon cœur, ça se sent. Mais quand on veut le faire à des fins de récupération, c'est là que ça frise un peu le mépris à l'endroit de ceux-là vers qui cette générosité-là est faite. Mais il aurait fait ça dans un établissement du 3e degré ou du 2e degré, qu'on ne crierait pas au scandale. Vous voyez, ces petits bambins à qui il a soumis à ce triste supplice-là, c'est un acte de grand cynisme. Est-ce que M. Sodokin, est-ce qu'il accepterait que quelqu'un qui, par un acte quand même de générosité, mette ses enfants, qui plus est, des mineurs dans cette posture? Donnez votre cahier et bon, les autres vont aviser par rapport à ce que vous avez fait. Maintenant, les faire brandir ces cahiers-là, et c'est des enfants qui finalement ne comprenaient rien de ce que le généreux donateur est en train de leur faire vivre, subir. Ils brandissent les cahiers avec 2020. Donc, c'est une malheureuse... Les cahiers à l'effigie du président avec l'inscription de 2020. Qu'il fasse ça dans un lycée. On sait qu'au moins dans les lycées, il y a des gens en âge de voter là-bas. Donc, c'est chaud. Donc, quand on n'a pas une assise importante, il faudrait pas qu'on se serve des enfants pour se donner des airs. Donc, c'est ça qui est un peu détestable de par cette approche. Donc, je crois que ce zèle-là a été vraiment mal fait. Nous souhaiterions désormais qu'on recadre ceux-là qui, au nom d'un certain parti, s'adonnent à ce vilain spectacle. Didier Assogba. Donc, le constat est que le député Kofi Sodokin, enseignant à l'université de Lomé, conseiller du président de la République, il va auprès de ses parents dans le moyen mono avec des cahiers à l'effigie ouvertement du candidat Faure Gnassingbé pour la présidentielle 2020. Il a également cette envie, il a également satisfait cette envie de peindre tout un bâtiment scolaire aux couleurs de l'Uni. Courrier en parle aujourd'hui comme l'alternative, mais Kofi Sodokin n'est pas le premier. On assiste souvent à ces personnalités
qui vont faire des dons humanitaires, mais trop mêlés de politique. Vous vous rappelez un certain Rifor Nyasingbe, c'était avant la présidentielle 2015. Oui, en fait, là où l'action, ou ce qui suscite les commentaires et l'indignation des uns des autres, je comprends un peu. C'est que si notre honorable député Sodokin a posé cet acte-là peut-être dans une école privée, quelque part, si c'était un bâtiment privé qu'il a fait peindre aux couleurs du parti UNIR, on comprendrait mieux. Mais aller peindre un bâtiment public d'une école publique aux couleurs d'un parti politique, ça viole notre constitution. Par un député qui est censé protéger ou faire respecter les dispositions de la constitution. Là, passons. Maintenant, un député de la République qui vote des textes à l'Assemblée nationale pour la protection des enfants et des mineurs, qui utilise des mineurs pour de la propagande, de la publicité, ça rentre déjà dans l'ordre du crime. Aujourd'hui, comme l'autre le disait, les mineurs ne vont pas voter. Si les enfants de M. Sodokin étaient dans le lot, on allait comprendre. Ces enfants étaient à Lomé, ou ceux qui ont peut-être grandi un peu sont ailleurs, dans d'autres pays, et lui, il permet d'utiliser des enfants de pauvres paysans pour se donner des airs autour du chef de l'État, dire que il a fait ci, il a fait ça, on n'en avait pas besoin. Si les gens ont un peu de grain d'humanité en eux, il est dit quelque part dans les scènes d'écriture que ce que votre main droite fait, que la main gauche ne le sache pas. Il aurait pu dire, commander des articles pour dire qu'il a fait ça. Le chef de l'État lira, il sera content de lui. Mais franchir le Rubicon jusqu'à ce point-là, je pense que c'est trop fait. Aujourd'hui, c'est Kofi Sodokin. Oui, mais c'est ça un vaut spectacle qu'on voit au jour le jour. Le commentaire que nous faisons. Apparemment, ça doit plaire soit au sein du parti uni ou bien à la présidente de la République, parce que nous n'avons pas connaissance que ces personnages un peu trop zélés ont été rappelés à l'ordre. Non, je ne crois pas que cela plairait au chef de l'État. Le chef de l'État, je pense qu'il y a des membres des gens dans sa famille qui n'ont pas toujours accès à lui, qui n'ont pas toujours accès au luxe et à tout. Il faut questionner un certain nombre de parenté du président, et je ne pense pas que le chef de l'État serait content qu'on soumette un de ses neveux ou une de ses nièces, que ce soit lointain ou proche quelque part, à ce qui se fait là. Donc, il y a des choses qui se passent et dont je suis sûr que le chef de l'État n'est pas au courant, mais je pense fondamentalement que ceux qui se donnent à de la propagande doivent savoir qu'il faut savoir comment habiller aussi la communication pour ne pas que la communication leur cause du tort, comme ce qui arrive actuellement à M. Sodokin et à d'autres également qui se sont donnés à ce jeu-là avant. Alérou ? Non, mais il y a une discipline au sein de tout parti politique. Et quand certaines viennent à franchir le pas de trop, le pas qui va consacrer l'indécence, il faudrait quand même ramener ces gens-là à la raison. Donc, je crois qu'au niveau du parti UNIR, même si le chef de l'État ne va pas appeler l'honorable Sodokin pour lui dire que mais ça là, je n'adhère pas à ce que vous avez fait, l'utilisation des mineurs et tout ça là. Donc, je crois qu'au niveau même du parti, pour le cas il a osé faire ça là, ce parti doit le recadrer, doit le canaliser à faire mieux que ce qu'il a posé comme acte. Et tenez-vous bien, si aujourd'hui les associations de défense des droits des enfants se mettent au devant pour lui demander des comptes, je ne pense pas que cet homme-là s'en sortirait. Donc, franchement, il est passé à côté de ce qu'il a voulu créer comme événement, et vivement que les prochaines fois, ils prennent conseil chez certains qui se sont imposés sur le terrain par leurs actes de bienfaisance sans pour autant affoler la toile. Non, ça, on ne lui demande pas ça. Merci. La générosité dans la solidarité, c'est bien, mais dans le respect de l'innocence, de la fragilité des petits enfants, dans le respect du caractère unitaire et non partisan, quand on est en politique, c'est ce que nous aurions souhaité en République
solidaire. Nous allons maintenant nous intéresser au ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique. Deux actions un peu à l'endroit et à l'envers. À l'endroit, Didier Assogba, c'est ce qui a été fait la semaine dernière quand le ministère de l'Agriculture, de la production animale et halieutique a conclu des contrats de collaboration avec la presse. Le confrère Symphonie qui en parle aujourd'hui, Noël Koutera Bataka qui innove. Je ne sais pas si votre média Togo Breaking News est parti à ce partenariat-là, mais on peut y lire la disponibilité du ministre Bataka à donner de la visibilité à ses actions au ministère dans les médias. Oui, on a postulé à cet appel. C'était un appel d'offres qui avait été lancé. On a postulé, on a été retenu. Je pense que c'est nouveau. Ça, de ma mémoire, aucun ministère n'a eu à faire ça avant. Et je pense que on a toujours fait ce reproche-là au gouvernement de ne pas communiquer ou de communiquer peu ou de dire moins ce qu'il est en train de faire. Le ministère de l'Agriculture, qui reste un ministère de souveraineté où beaucoup de choses se font et également où il y a beaucoup de projets, a décidé d'avoir un cadre de partenariat avec des médias pour rendre visibles les activités et communiquer sur un certain nombre de projets. Je pense que c'est nouveau. Si cela peut continuer au niveau des autres départements du gouvernement, ça permettrait et au gouvernement de relever ce défi-là de déficit de communication qu'on lui fait très souvent, et également aux médias également de savoir ce que fait l'État et de communiquer dessus. Mais ce n'est pas non plus un cadre où les gens sont obligés de dire du bien du gouvernement. Le ministre l'a bien précisé, les gens peuvent continuer à travailler selon leur ligne éditoriale, mais continuer quand même à dire au moins ce qui a été fait de bien ou de mal, certaines fois. Voilà le côté côté l'endroit du nouveau ministre Koutera Bataka. Maintenant, le côté envers, et là, c'est Courrier de la République. Vous y consacrez 2 articles. D'abord, vous écrivez à la page 2, vous parlez de la triste logique d'appauvrissement du paysan. Vous trouvez que le ministère de l'Agriculture ne travaille pas réellement à l'émergence du monde agricole. Oui, c'est le triste constat qui est fait au regard de ce qui se présente sur le terrain depuis. On dirait que ce ministère-là n'a pratiquement pas de chance avec tous ceux-là qui se sont succédés à la tête de cet important ministère depuis bien avant Eovo, en passant par Eovo, le colonel Agathe Dazier, aujourd'hui le ministre Bataka. Tous passent à côté de l'essentiel. Et on pense que c'est plutôt du bling-bling que du sérieux là-bas. Mais depuis que tous ces projets-là sont montés, tantôt c'est le Piniaza, tantôt on dit que c'est fini le Piniaza, il faut le nasaliser un peu avec Piniacian, tout ça là, Padat, tout ça là. Et on n'arrive même pas à se situer sous le flot de ces projets, de ces sigles-là qu'on chaude. Maintenant, il faut se demander derrière tout ça là, qu'est-ce que le paysan togolais arrive à trouver? Quel est le compte du Togolais et du paysan togolais dans tout ce Parce qu'à ce niveau-là, sous réserve d'avoir les rapports de tous ces projets et programmes, oui, le constat qui est réel, c'est que nos campagnes s'appauvrissent davantage, se dépeuplent. Très peu de jeunes Togolais se montrent aujourd'hui volontaires pour rester à la campagne et pratiquer l'agriculture. Et tout ça là, c'est un échec que vous attribuez directement au ministère. Oui, c'est un échec. Si le monde rural, le monde paysan se portait bien, au niveau de nos zones reculées, on verra des jeunes s'intéresser, on ne verra pas tous ces jeunes-là venir à Lomé pour s'adonner à de petits boulots. Parce que les jeunes, ils bradent les terres de leurs ancêtres. Pour acheter des hectares de terres agricoles pour acheter une moto et venir faire taxi moto. Oui, ça veut dire qu'au niveau de cet important ministère, l'échec est patent. Mais la dernière fois, ça, je ne me réjouirais pas. On dit que mais il y a un excédent de production de tubercules, de manioc, plus de 4 millions. Et c'est tout. Oui, les paysans ont fait leur part.
pour se retrouver avec plusieurs milliers de tonnes. 400 000 tonnes. 400 000 tonnes de tubercules. Mais que ces commis du ministère de l'Agriculture nous disent que oui, il y a eu surproduction. Voilà, nous avons eu tel marché. Et les paysans togolais... Donc, les productions agricoles n'apportent pas de plus-value aux paysans. Non, pas du tout. Il serait prétentieux de dire que le paysan togolais vit du travail de la terre. Les paysans s'appauvrissent de jour en jour parce que rien n'est fait. Quand les projets naissent, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut s'acheter des 4x4. Il faut appeler certains collaborateurs, leur donner certains projets à gérer. Mais le paysan togolais, quel paysan togolais peut aujourd'hui dire que j'ai pu assurer une bonne récolte, j'ai réalisé tel bénéfice et que je m'en vais à Sika me tailler une pick-up pour peut-être gérer mes déplacements et écouler certains de mes excédents céréaliers ou de tubercules. Il n'y en a pas. Donc, moi, je trouve que c'est une insulte. Je ne vais pas applaudir par rapport à ça. C'est un échec. Quand on n'est pas en mesure d'installer des unités de production, alors que les anciennes, datant de l'époque coloniale, on a tout fait pour qu'elles tombent en ruine. Maintenant, on n'arrive pas à installer des unités de production on nous rebat les oreilles qu'il y a eu des excédents. Trouvez des débouchés à ces excédents-là. Mais l'autre envers que vous relevez au ministère de l'Agriculture, c'est relatif au dernier concours que ce ministère a organisé portant recrutement de fonctionnaires. Alors, les statistiques parlent d'elles-mêmes. 25 586 candidats pour 1552 postes à pourvoir. Ça veut dire que, voilà, sans commentaire, 25 586 candidats, alors qu'on ne veut recruter que 1552. Souhaitons bonne chance aux candidats, mais vous relevez dans l'organisation de ce concours de l'improvisation, de l'approximation, vous trouvez un manque total du ministère, de la part du ministère dans l'organisation de ce concours-là. Oui, c'était un véritable désastre, un concours qui était annoncé de longue date. On est censé prendre toutes les dispositions pour que ce concours-là puisse se dérouler dans de très bonnes conditions. Mais curieusement, les heures qu'on a donné pour le début des épreuves, mais on a franchi plus de 2 heures de temps, on ne sait même pas si... Les épreuves avaient commencé avec du retard. La seconde épreuve, on ne savait même pas si elle devrait avoir lieu ou pas. C'était l'approximation, c'était l'improvisation et ça n'honore pas notre administration. Et c'est ceux-là qui ont eu à postuler, ces candidats-là seront marqués à vie parce que ça ne se passe pas comme ça. Il faudrait que nous prouvions que non, nous sommes dans une ère où le sérieux a un prix. Mais quand on le fait comme ça, vous voyez que ceux-là qu'on viendrait à retenir, les 1500 et quelques qu'on retiendrait, seraient des candidats aussi qui vont faire comme ce qu'on leur a fait subir au cours des épreuves orales, donc écrites plutôt. Donc il faut du sérieux. Un concours co-organisé par 2 ministères, celui de la fonction publique et celui du ministère, et on assiste à ça. Là, ça veut dire qu'on ne se prend pas au sérieux et que il faut situer aujourd'hui les responsabilités afin que les prochaines occasions ne se fassent pas avec tous ces ratés-là. Didier Assogba, le ministre Bataka va verser les 2 envers relevés aujourd'hui à son dossier de presse. Bon, à son dossier de presse ou peut-être dans son agenda pour peut-être améliorer, je pense que ce devrait être ça. Les constats et les remarques relevées par l'aîné Tchakala dans son article et dans ses analyses, je pense sont pertinentes, ces remarques. Vous savez, aujourd'hui, le problème du Togo, c'est que on produit et on fait tout ce qu'on fait, à part les citadins de Lomé qui achètent les tubercules pour manger, il n'y a véritablement pas d'autres débouchés. C'est tout le problème qu'on a. Et tant que au niveau... Au-delà du débouché, comme il est prévu, il y a d'abord un problème de conservation, voire de transformation, ce qui donnerait plus de value à nos produits. Oui, j'en viens justement là. Et tant que ce qui est prévu au niveau de l'axe 2 du PND, c'est-à-dire que l'installation des unités industrielles devant permettre la transformation sur place ici
de notre production agricole. Tant qu'on n'arriverait pas là dans les meilleurs délais, je pense véritablement que le constat relevé va continuer et les autorités doivent y travailler. Peut-être tisser des partenariats publics-privés qui permettent d'installer ici. Je pense que le manioc dont on parle actuellement de l'excédent entre dans la fabrication de beaucoup de choses, même jusqu'au sérum pour le monde médical, les biscuits, beaucoup d'autres choses. On peut avoir des partenaires aujourd'hui qui fabriquent ici sur place des biscuits au lieu qu'on déverse tout le temps des biscuits fabriqués d'ailleurs sur nos marchés. On peut avoir des débouchés, le tapioca, le gari et d'autres choses encore, mais mieux. Il y a beaucoup de dérivés du manioc qu'on peut essayer de faire chez nous ici. Ça permettrait d'éviter à chaque fois qu'il y ait de l'excédent jusqu'à plusieurs centaines de tonnes et ça fait problème. Également pour l'organisation des concours, donc ça c'est symptomatique très souvent à l'État togolais, mais vous pouvez demander aux élèves des examens de fin d'année, ce qui arrive c'est vraiment pitoyable. Et il va falloir qu'on corrige l'organisation de nos examens pour éviter de soumettre des candidats aux tortures psychologiques qui... Merci Lucien Diosso-Mensah, bonjour. Bonjour Sas, excusez-moi. Je sais que vous avez des empêchements très sérieux, mais vous avez tout fait quand même pour passer nous voir. Oui, mais je voudrais dire un ou deux mots sur le chapitre qui est en train d'être clôturé. D'abord, je parlerai de l'organisation des examens dans notre pays. Depuis la grève générale limitée, notre administration était à terre. Bon. Et depuis que les choses ont repris, non seulement on a créé, mais on a reconduit un ministère de la réforme administrative. Un ministère de la réforme administrative, ce ministère de la réforme administrative n'a jamais servi à rien. Faure au courant, avant même l'arrivée de Faure au pouvoir, son père avait ce ministère, après la grève. Et Faure au pouvoir, ça fait pratiquement 15 ans. Si vraiment les réformes administratives telles que on l'a annoncé, ou bien si vous lisez les attributions compétentes de ce ministère de la réforme administrative, si ça se fait, si les ministres ne tournent pas les pouces, on ne sera pas devant ce genre de catastrophe pour organiser un concours à l'heure de l'informatique. Nous sommes malheureusement à l'heure de l'informatique. Je dis malheureusement parce que si c'est heureusement, on pourra. Mais ce n'est pas possible. Va demander à Bawara, il te parlera de tout, sauf de la réforme administrative. Si tu lui demandes aujourd'hui au ministre Bawara, Gilbert, de te faire un bilan depuis qu'il est à ce ministère, des réformes qu'il a entreprises, qui sont en cours, de faire l'état des lieux, il va te baratiner. Et le problème demeure toujours. Maintenant, en ce qui concerne les problèmes de notre agriculture, des excédents, tout ça, ça aussi, ça se comprend. Feu Agbobli, à Touché, qui est mort, a toujours dit, l'agriculture seule ne peut pas faire développer un pays. Il faut que l'agriculture soit nécessairement accompagnée d'industries. Même si c'est des petites industries, si c'est des tailles moyennes, il faut que, pour qu'un pays sorte de ce développement, il faut que l'agriculture, la nourriture, l'alimentation des citoyens, mais parallèlement, il faut on implante des industries. On en a dit merde. Et les toutes petites industries, les industries qu'on avait, qui existaient, ont disparu. On disparaît parce qu'on n'en prenait pas sur. Par exemple, aujourd'hui, le Togo produit des cotons. On fait des efforts pour en produire. Mais nous avons l'usine d'Acha qui était une grande usine. C'est devenu quoi? Ça a disparu. J aura. Hein? Oui, J aura, oui, je sais. Merci. Bon, alors oui. Quand nous faisons des débats comme ça, il faut souvent appeler l'attention des dirigeants sur certaines choses. Les beaux discours, c'est vrai. Ce que l'on dit, c'est vrai. Mais nous, en tant que journalistes, notre rôle, ce n'est pas ce que l'on dit. Nous observons ce que l'on fait. Merci. Eh bien, la problématique de la transformation de nos productions, aussi bien agricoles que minières et énergétiques, pour donner de plus de valeur à notre économie et nous mettre réellement sur le chemin de l'émergent, c'est l'un des sujets traités par notre compatriote, le professeur Kakonou Boubo, dans son dernier essai de l'urgence de la croissance en Afrique. Et aujourd'hui, ce qui vous ne faites pas souvent, Lucien Diosso-Mensah, vous reproduisez l'une des interviews que Kakonou Boubo a accordées à un média partenaire international, RFI pour ne pas le citer. Ça veut dire que vous trouvez vraiment du mérite aux propos développés par Kakonou Boubo, Lucien. Non,
Non, c'est pas que je trouve du mérite à Kakou Mboupo. Kakou Mboupo, je l'ai connu quand il était ministre. Il a fait beaucoup de conférences, beaucoup de rencontres pour nous expliquer les choses. Et un jour, quelqu'un lui a posé une question. Il a dit être ministre ou occuper n'importe quel poste ne l'intéresse pas. Que dans sa famille, ils ont toujours été des enseignants. Tant qu'il enseigne, c'est son domaine. Et ça peut aller. Et depuis que Kakou Mboupo a quitté le gouvernement, qu'il est allé partout ailleurs, et même à la francophonie, et qu'il a pris une position sensible, je savais que il est courageux. Parce que pour attaquer de front le franc CFA, il faut avoir une certaine dose de courage. Secondo, attaquer le CFA, c'est comment l'appelle-t-on, c'est justement, s'en prendre à la France. Et ça n'a pas tardé, le législateur n'a pas tardé à tomber. On l'a viré de la francophonie. On a trouvé des alibis, des arguments bidons pour le faire partir. Bon, mais le monsieur, il est toujours à l'aise. Il plus que jamais, il persiste ici. Il a écrit quelque chose et je peux vous dire qu'il fait partie. Quand on nous dit la diaspora togolaise recèle des intellectuels, je ne les trouve pas. Mais au moins cela, il nous fait honneur. Il nous fait honneur à travers ses travaux, ses publications. Et je crois que le Togo aussi le lui aura bien, puisqu'il a été nommé doyen de la faculté de FASEG. Ça, c'est une bonne chose. Je crois qu'il est heureux là où il est maintenant. Je ne peux que lui souhaiter du courage. Merci. Et ce monsieur mérite notre félicitation. Il fait notre fierté. Merci. Beaucoup je crois deux autres journaux ont reproduit l'interview de Kakou Mboupo, mais nous en appelons encore une fois à lui-même ou bien à ses éditeurs ou bien à ses amis. Nous souhaiterions vivement avoir des exemplaires de son essai que nous allons lire ici. Vous allez dire à la librairie pour l'acheter, j'ai pas trop. J'ai envoyé à Paris, quelqu'un me l'enverra. Eh bien, il faut demander au moins 2 exemplaires pour moi aussi. Volontiers. On va lire. Volontiers. Et pourquoi pas avoir Kakou lui-même ou bien son édition pour commenter cela et que l'information circule. Eh bien, il est 11h45. Nous ouvrons maintenant la page de la Commission électorale nationale indépendante, la CENI. La CENI qui actuellement se trouve à Kpalimé. C'est ce que notre correspondant Vincent Assorbagué nous a fait savoir. La CENI qui tient une session pour valider le rapport général des élections municipales. L'intitulé dit ceci, voilà, la CENI qui tient une session d'examen et d'adoption du rapport général pour les élections municipales. La session s'ouvre aujourd'hui et court toute la semaine. Notre correspondant nous en dira davantage d'ici demain, mais la CENI qui s'est déjà signalée à notre attention depuis la fin de la semaine dernière. Et beaucoup de journaux reviennent là-dessus aujourd'hui, dont Forum de la semaine qui écrit « Élection présidentielle 2020, pas de temps à perdre à la CENI ». Courrier de la République qui écrit lui aussi « La CENI se signale déjà ». Nouvelle Opinion écrit « La CENI annonce les couleurs ». Didier Assogba, vous nous rappelez un peu le contenu de ce dernier communiqué de la CENI? Le président de la CENI qui demande aux opérateurs de saisie qui avaient travaillé lors du recensement de 2018. Recensement électoral. Oui, recensement électoral de 2018, donc qui sont disponibles à continuer à travailler avec la CENI dans le cadre de la révision des listes électorales prélude à l'élection présidentielle de 2020, donc révision qui aura lieu d'ici la fin de 2019, à se signaler sur le site de NPE, donc à confirmer leur disponibilité pour être choisi le moment venu pour participer à cette révision-là des listes électorales. Voilà à peu près ce que dit le communiqué de la CENI. Voilà la CENI qui lance en français facile appel à candidature pour les techniciens devront travailler sur le recensement électoral ou bien la révision des listes électorales. Et le président de la CENI dit que cette opération se fera au
dernier trimestre. Ouais, Et avant. le dernier trimestre, nous le démarrons déjà demain. Oui. Ça veut dire que l'élection municipale de 2020 est déjà... Non, présidentielle de 2020. L'élection présidentielle 2020 est déjà imminente. C'est à cela, Lucien Diosmensan, votre journal, Le Combat du Peuple, vous prenez acte de ce dernier communiqué de la CENI et vous partez également des réactions de certains milieux politiques et vous leur consacrez votre éditorial intitulé Coup de poing, le comble du ridicule. Lucien. Justement, vous savez, nous ne pouvons pas espérer mieux, puisque nous avons l'habitude, la triste habitude de contester les élections. Mais la meilleure façon d'éviter les contestations, qu'elles soient justifiées ou non, c'est que les préparatifs commencent très, très tôt. C'est qu'on prenne les dispositions. Tout à l'heure, nous sommes en train de constater deux choses. La CENI est un séminaire pour définitivement clôturer la phase des locales. Et il ne faut pas qu'il y ait de l'amalgame. Et en même temps, compte tenu du temps imparti, la CENI lance un appel à candidature, comme tu le dis si bien, pour que ceux qui ont déjà l'expérience, qui ont été mobilisés pour le recensement électoral de 98 puissent se manifester. Bon, moi, ce que je dis, c'est que lorsque les institutions en place, on les met en place, ils sont dans une certaine légalité. Tout le monde sait que quand une CENI est là, il doit faire un tas de données et il doit faire ceci. Et quand vous allez voir sur les cartes d'électeurs, vous verrez que c'est prévu généralement pour 3 élections. On fait tel, et puis c'est fini. Donc, il ne fait pas de doute qu'à l'heure où nous sommes, la CENI actuelle, dont on vient de changer le président à peine quelques mois, sera celle qui organisera les présidentielles. Maintenant, je parle du comme le ridicule lorsque certains politiciens s'amusent à recommencer les mêmes manèges, c'est-à-dire à demander que cette CENI soit encore remise en cause, que on puisse la recomposer pour, je sais pas, une soi-disant transparente. Moi, je dis que c'est ridicule parce que la même personne qui s'est battue pendant plus d'1 an devant nous pour obtenir la parité pour son collectif, c'est-à-dire la C14 dans son entièreté, a fini par avoir gain de cause grâce à l'accompagnement de la CEDEAO. Ils ont eu 8. Tout le monde sait que le président de la CENI n'est jamais nommé en dehors de la CENI, que c'est les membres de la CENI qui se réunissent pour élire leur président en leur sein. Par conséquent, il devait aller prêter serment devant la Cour constitutionnelle, revenir à la CENI pour mettre au vote la CENI, le président de la CENI, et si besoin, obtenir l'élection de notre président. Ils ne sont pas encore rentrés. Ils demandent que le président soit d'abord changé avant qu'il prête serment. Et cela n'a pas marché. Merci, Lucien. Quand cela n'a pas marché, ça, c'est l'épisode de la C14 d'avant les élections législatives du 20 décembre 2018. Mais le problème n'est pas là. C'est les mêmes hommes qui, aujourd'hui, reviennent à la charge pour... on dit souvent il y a un proverbe dans notre langue qui dit que on ne partage pas avec la bouche ce qu'on ne mange pas. Quand on est un homme politique, on l'a dit même ce matin au cours de la messe de Chirac, gouverner, c'est prévoir. Merci Lucien. Eh bien, Tchakala, pendant que la CENI annonce déjà ouvertement que le marathon de la présidentielle 2020 ainsi lancé, la semaine dernière, vous avez certainement connaissance de ce communiqué au terme duquel l'ANC demande au pouvoir de Faure Gnassingbé d'ouvrir un nouveau dialogue politique, dialogue au cours duquel des questions seront débattues comme la recomposition de la CENI pour plus de fiabilité dans le fichier électoral. Alors, est-ce que vous avez l'impression que Fabre sera cette fois-ci écouté? Non, je doute fort qu'il soit écouté parce que la manière n'y est pas. Il faut être constant dans ce qu'on cherche. En politique, la constance aussi a un prix. Hein? Parce que ceux-là qui demandent le dialogue, il faudrait, au moins si ça se faisait de façon concertée, mais un parti pris individuellement comme ça, qui adresse une correspondance pour chambouler tout,
Vous pensez que cela puisse aboutir? Mais il y a un cadre, c'est l'hémicycle où on fait les réformes. Vous quittez l'hémicycle, vous n'y êtes pas représenté. Et l'hémicycle essaie de faire son job. Et maintenant, vous remettez tout ça en cause. Il y a aussi un acteur majeur qui a son poids dans tout ce qu'on viendrait à faire pour quand même faire bouger dans le bon sens les lignes. C'est le chef de file de l'opposition. On le met aussi en retrait et de façon cavalière, on prend le devant pour chose. Je crois que cela participe à se donner des airs qu'on ne mérite pas. C'est vrai, il y a des choses à faire, il y a beaucoup de choses à parfaire. Mais quand on s'y prend comme l'ANC le fait, je crois que ça n'aura pas de chance de prospérer. Et tenez-vous bien, c'est cette même CENI-là qui a consacré son élection en tant que maire. Voilà. Il n'a pas maire d'une commune. Il n'a pas dit que non, parce que entre-temps, c'est Ayasso Adjavakou qui est président de la CENI. Eh ben, je ne vais pas siéger. Maintenant, il est maire, il assume. Donc, je crois qu'il faut une certaine constance. Et dans une de ses interviews, il dit, mais il faudrait aussi recomposer la CENI pour permettre à certains partis extra-parlementaires d'y figurer. Mais le CAR n'est pas un parti parlementaire, mais ils sont actuellement à la CENI. Il y a il y a un autre parti aussi. L'ADI aussi qui est un parti extra-parlementaire. Donc, je crois que... Il y a aussi le PDR. On ne peut pas vouloir des choses leur contraire. Moi, je voudrais... C'est que c'est justifier ce qu'ils demandent pour que cette présidentielle puisse se faire de façon consensuelle, pour qu'il n'y ait pas des trucs après. Mais il faut une certaine constance. Et cette constance-là, il faudrait que Jean-Pierre Fabre l'arbore ou bien l'intègre dans ses comportements de tous les jours. Didier Assogba, on se rappelle qu'il y a 2 ans, suite au phénomène Tikpi Achada BNP du 19 août 2017, même à ce moment-là, le pouvoir ne voulait pas de dialogue, mais l'opposition réunie au sein de la coalition a pu amener le pouvoir au dialogue sous supervision de la CEDEAO. On sait depuis ce qu'il en est advenu. Maintenant, la C14, en tout cas, l'ANC est sortie de la C14. La C14, même réduite à sa portion la plus congrue, se délite et se dissout chaque jour davantage. C'est dans ce contexte que l'ANC maintenant demande au chef de l'État de convoquer, d'appeler ce dialogue-là, au cours duquel des questions-là seront débattues, recomposition de la CENI, le fichier électoral, tout ça, alors que nous sommes alors que la CENI vient de lancer déjà le processus de la présidentielle 2020. Ça fait la énième lettre de Jean-Pierre Fabre adressée au président de la République et je ne sais pas si cette énième lettre aura une réponse. Parce que il y a plusieurs qui n'ont pas reçu de réponse. Je ne sais pas si celle-là aura de réponse. Mais qu'à cela ne tienne, il faut analyser la démarche de Jean-Pierre Fabre sous plusieurs prismes. Dans une déclaration liminaire, donc faisant objet de conférence de presse, il y a quelques jours, le président de l'ANC avait clairement disqualifié l'opposition parlementaire. Et donc, de facto, le chef de file de l'opposition de n'avoir pas de légitimité pour parler au nom de l'ensemble de l'opposition, surtout vu les scores que les gens ont fait à l'issue des dernières élections locales. Vous voyez, les partis de l'opposition parlementaire mis ensemble n'arrivent pas aux chevilles d'un certain nombre que ce soit de la C14, que ce soit de l'ANC. L'ensemble des partis de l'opposition parlementaire aujourd'hui n'ont pas eu assez de scores qui permettraient donc de leur conférer cette légitimité-là de parler au nom de l'opposition. Mais donc, Jean-Pierre Fabre continue de se considérer comme chef de file de l'opposition et il a clairement dit que l'ANC, vu le score que l'ANC a fait seul, a la légitimité de continuer à réclamer un certain nombre de choses au nom de l'ensemble de l'opposition. Et donc vous avez vu la polémique qui avait eu lieu, mais il y a eu un certain nombre de conversations entre Jean-Pierre Fabre et le Premier ministre, et il avait souhaité qu'il porterait la plupart des points mis dans le courrier au chef du gouvernement, et finalement c'est au chef de l'État que ce courrier a été adressé. Et donc moi je souhaite vivement que tout ce qui pourrait permettre à ce que l'élection présidentielle de 2020 soit organisée dans la quiétude,
on va dire, dans la compréhension des uns et des autres et sans heurts puisse se faire. Mais est-ce que la démarche de Jean-Pierre Fabre est la meilleure? Je doute, mais attendons de voir si le chef de l'État pourra lui répondre et si un dialogue venait à s'ouvrir entre le pouvoir et l'opposition pour améliorer le cadre électoral avant l'échéance de 2020. Donc, attendons la réponse. Que ferait ou que ne ferait pas le chef de l'État le chef de l'État à la correspondante de l'ANC? Oui, d'accord. Vous savez, sur ce sujet, je n'ai pas grand-chose à dire. Si les hommes politiques ont parfois la mémoire courte, la presse, nous sommes les faiseurs de l'histoire. Nous faisons au quotidien l'histoire. Je me rappelle qu'en 1994, Maître Agboibo a eu 36 députés à l'Assemblée nationale, lui tout seul. Le quart, Fabre ne l'a jamais reconnu comme leader. Jamais! Alors que lui n'avait même zéro. À ce moment, la Fabre n'était que secrétaire général de l'ANC. De l'UFC. Mais c'est lui qui parlait, c'est lui qui faisait tout. Jacques Olympique à l'extérieur. Il a dénié à Agboibo la légitimité de l'autre parce qu'il dit qu'ils sont plus nombreux dans le pays. Donc, c'est une constance chez M. Jean-Pierre Fabre. Nous sommes là pour ramener les mémoires. C'est une constance chez M. Jean-Pierre Fabre de troubler l'eau pour pêcher en eau trouble. On ne gère pas un pays comme ça. Un pays... Et Fabre n'est pas encore aux affaires pour gérer le pays. Non, ce que je dis, c'est comme pas vouloir, comme l'a dit tout à l'heure, chacun n'a pas vouloir une chose contre la foi. On ne peut pas vouloir la démocratie et piétiner l'état de droit. Les gens ont été élus, quel que soit. Ils sont élus pour 5 ans. C'est prévu. Quelqu'un qui passe son temps à remettre en cause ce que les autres font et que lui-même, quand il était question de le faire, il refuse de le faire, n'aime pas son pays. Merci beaucoup. On va terminer avant de nous ouvrir sur les auditeurs. Beaucoup de journaux consacrent des articles aujourd'hui à la présidentielle 2020. Il y a cette tribune que publie le confrère Télégramme du Togo à la page 2 intitulée Présidentielle 2020. Comment provoquer l'alternance? La fin de l'interminable nuit de la sentinelle togolaise. À cela répondent d'autres articles comme Togo Matin qui écrit Présidentielle 2020. Faure Gnassingbé a le soutien du mouvement Jeunesse debout pour la République. C'est un nouveau mouvement qui vient de naître et qui soutient ouvertement la candidature de Faure Gnassingbé pour 2020. Autre journal, c'est Courrier de la République. Vous parlez de branle-bas dans les rangs des opposants. Faure et le rendez-vous de 2020. Un casse-tête pour l'opposition. Allez-vous un petit mot? Oui, vraiment un casse-tête pour l'opposition. Vous voyez, à moins de 6 mois de cette présidentielle, vous voyez, ça vole dans tous les sens. Ça part, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas une stratégie qui est définie. C'est maintenant que les gens pensent à comment est-ce qu'il faut aborder ce virage, ce dernier virage. Donc, ça ne s'improvise pas, comme je l'avais dit tantôt. Et il faut aujourd'hui comprendre que si l'alternance peine à se réaliser au Togo, c'est pas parce que unir est trop fort, mais c'est parce que l'opposition est en manque criard de stratégie. Donc, on ne peut pas aujourd'hui dire que on veut l'alternance, c'est par des mots creux, mais il faut passer, il faut aller aux actes qui vont consacrer cette alternance. Merci. Mais donc, au sein de l'opposition, oui, ils ne sont pas encore prêts pour créer cette alternance. La candidature éventuellement de Faure Gnassingbé constitue un casse-tête pour l'opposition, écrit Courrier de la République. Pendant que Nouvelle Opinion lui écrit présidentielle 2020 au Togo, à quelques mois des enjeux, ça cafouille encore et encore dans les rangs de l'opposition. Je reviens à le Télégramme du Togo qui se demande présidentielle 2020, et si c'est déjà plié? Le journal nous parle des candidats déclarés, les probables et les non alignés. 2015, épisode 2, l'ANC qui tient son congrès les 18 et 19 octobre. Et ceci pour confirmer Jean-Pierre Fabre comme candidat de l'ANC, pendant que au sein de la C14, c'est Hadi qui vient de se retirer et qui le retrait de Hadi qui cache mal un projet de candidature du professeur Gogé. Autre candidature, c'est Symphonie qui en parle. Aubin Kodjoviton, lentement mais sûrement candidat pour 2020.
Lucien, juste un petit mot, puis nous nous ouvrons sur les auditeurs. Non, on ne va pas perdre de temps sur ça. C'est clair que l'opposition est en désordre de bataille. Il n'y a pas... Parce que pour l'alternance, pour l'avoir, il faut créer les conditions de l'alternance. Il est dur, Merci. Eh bien, il est 12 heures passées de 2 minutes. Nous soufflons un peu, puis nous nous ouvrons à vous. Vous intervenez sur nos 2 numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68 pour compléter cette émission par vos questions ou vos commentaires. 93.5 Canal FM. Eh bien, aujourd'hui, nous sommes revenus sur la rentrée scolaire, notamment l'assistance que portent les bonnes volontés à l'endroit et à l'envers. On en a parlé. Nous avons revisité le ministère de l'Agriculture, ce que nous avons trouvé bon, applaudi, également ce sur quoi nous avons attiré l'attention du ministre. Et puis on a fini avec la politique, notamment la présidentielle 2020, sans oublier la CENI qui vient de nous rappeler que la présidentielle c'est déjà à nos portes. À présent, la parole est à vous. Bonjour l'ami. Bonjour, ça, oui. C'est Yao Dagoué. Yao Dagoué, vous êtes le bienvenu. Merci. D'abord, monsieur Sass, pour le livre de Kako, on va encourager les universitaires à écrire. Donc, si vous en avez besoin, vraiment, faites un effort pour en acheter. T'en as l'air un peu acheter. S'il n'y a pas l'OME, vous pouvez demander à la librairie Bon Pasteur. Ils vont vous commander ça, ils vont vous amener, vous payer, puis vous prévenir. Bon, sur le problème de l'agriculture. Là, vous parlez du dernier essai de Kakonou Bouko? Bien sûr, puisque vous demandez un exemplaire. Déjà, nous recherchons très activement ce livre-là. Non, demandez à la librairie Bon Pasteur. Librairie Bon Pasteur. Vous donnez le titre, vous dites que vous voulez commander. Il peut vous chercher ça. Merci. Nous, on a l'habitude de le faire. Merci. Ok. Donc, sur l'agriculture, je dirais d'abord que s'il y a des problèmes à ce que cette agriculture soit une agriculture plus ou moins professionnelle, c'est parce que déjà pour la majorité des Togolais qui font de l'agriculture, c'est pour subsister en fait. Ils ne le font pas en pensant que c'est une activité professionnelle qui permet d'exister, d'engranger des revenus et de se réaliser dans la société. Donc déjà, il faut amener des gens à changer de mentalité et à donner des outils à ces gens-là et à faire en sorte que certaines personnes qui ont les moyens de gérer puissent aussi s'intéresser. C'est vrai qu'il y a eu des projets pour encourager les jeunes à aller sur ce terrain-là, mais il y a des pesanteurs. Lorsque vous voulez créer une petite entreprise dans un village, vous avez souvent des acteurs qui sont sur le dos. On voit ça avec les projets. Vous avez le chef du village, le chef de quartier, vous avez le préfet, ils doivent s'assurer que ce que vous faites, ça va dans un certain sens. Est-ce que ce n'est pas déguisé? Est-ce que, voilà, c'est plein de problèmes. Merci. Ce qui fait que finalement, ça ne suscite pas beaucoup d'engouement. Il y a trop de pesanteurs pour pouvoir aller sur ce terrain-là. Il faut que le gouvernement travaille dans ce sens à rassurer les gens. Le gouvernement, mais nommément le ministère qui a la charge de l'agriculture. Le deuxième auditeur, bonjour. Alors bonjour, monsieur Georges. Oui, l'ami Georges. Oui, c'est pour dire que concernant le livre de Kakonou Bouko, oui. Le président de la BAD, Akeomi Adesina, il a dit que les prochains oligarques viendront de l'Afrique et ils viendront du secteur agricole. La même chose que M. Joshua a souligné concernant Atouchi Agoubli. Les gens sont en train de nous parler depuis des lustres, mais on ne les écoute pas. J'ai suivi un reportage en Amérique et ils ont montré la maison d'un Américain. Et ils sont allés dans la maison pour voir ce qui est made in America. Tout est sorti de la maison, sauf une lampe qu'ils ont fabriquée là-bas. Tout est made in China. Est-ce que c'est cette économie-là que nous voulons pour le Togo? Ça, c'est la grande question. Allez dans une alimentation générale au Togo, rentrez dedans. Vous allez voir que 95% des choses sont fabriquées à l'extérieur du pays. Le pouvoir doit donner le pouvoir aux Togolais. Vous parlez des fois et vous dénoncez ce qui ne va pas dans ce pays. Mais en même temps, ce qui doit corriger les choses, vous faites semblant de fermer les yeux là-dessus. Je vous rappelle, monsieur Arilou, Tchakala Arilou, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Il a écrit un article, je l'ai suivi sur Taxi FM aujourd'hui. Mais les dernières élections européennes en Italie, Andrea Salvini, il a provoqué, il a voulu qu'il y ait une élection, parce qu'il y a eu plus de voix
Mais bon, il y a eu quelque chose là-bas. Bon, en se basant sur ça, prenons l'élection de la dernière fois, de la dernière municipale. Les partis extra-parlementaires ont plus de voix que l'opposition représentée au Parlement. Donc, il va falloir qu'il y ait une nouvelle composition de la CENI. Vous êtes des journalistes. Vous devez savoir toutes ces choses-là. Nous le savons, monsieur Yao, mais je présume que vous également, vous connaissez le code électoral sur la base duquel les élections s'organisent et que les résultats se proclament. Nous n'allons pas ouvrir de polémiques inutiles. Revenons dans les sujets qui sont à l'ordre du jour aujourd'hui. Le troisième auditeur, bonjour. Bonjour, Sas. Oui. Bonjour, Sas. Bonjour, bonjour. Et votre journée. Comme vous le constatez, nous sommes à l'antenne. Il faudrait que nos dirigeants se penchent beaucoup du côté de l'agriculture, parce que c'est l'agriculture qui apporte un ouf de soulagement à une population. Nos gouvernements n'ont qu'à vraiment essayer de faire pour que l'agriculture soit une priorité. Merci. Donc, ils n'ont qu'à essayer de voir. Donc, autrement dit, vous ajoutez de l'eau à notre moulin. Oui, tout à fait. Merci beaucoup. Et puis, bon, je voudrais dire que Togocel nous vole tellement sur les forfaits. Ils n'ont qu'à voir ce point-là. Vous n'avez pas évoqué, mais j'évoque. Et je voudrais saluer le corps médical, surtout au CH Campus, et le département des dentistes, le docteur Agoda et son équipe, docteur Helmut, tout ce qu'ils font. Je comprends qu'ils ont réparé votre bouche. Donc, il faudrait que le gouvernement, le ministère de la Santé, les apporte un soutien du matériel logistique. Merci, donc, merci beaucoup, Patrick Akadjao. L'auditeur en ligne déjà, bonjour. Oui, alors bonjour. Oui. C'est M. Kodo. Oui. C'est pour la lettre de M. Jean-Pierre Fabre. Je ne sais pas ce que les journalistes reprochent à l'ANC, parce que ce rôle revient au chef de file de l'opposition, M. Jean-Pierre Solinke. Depuis, on ne l'entend pas. Ces gens-là font semblant d'être du côté de l'opposition, mais ils travaillent avec le pouvoir. La preuve, la loi sur les manifestations et leur représentant qui est au Parlement. Vous avez suivi ce qu'il a dit après cette loi. Lui, il disait que s'il n'en tenait que lui, il va même interdire les manifestations. Qui a dit ça, s'il vous plaît? Monsieur Alépuy, je crois. Il a dit que s'il n'en tenait le président du groupe parlementaire UFC à l'Assemblée. Oui, il va interdire aux gens de manifester. Il a publiquement dit sur une radio. Maintenant, ces gens-là qui devaient jouer leur rôle à l'Assemblée sont pires que ceux qui nous gouvernent actuellement. Donc, vous croyez que M. Jean-Pierre Fabre va les attendre? Donc, c'est pourquoi il a pris sur lui pour écrire au chef de l'État. S'il ne le fait pas, l'UFC ne le fera jamais. Donc, je ne sais pas pourquoi on reproche à l'ANC d'avoir écrit cette lettre. Merci l'ami Kodjo. Lucien, juste quelques mots. Juste quelques mots, oui. Allez-y. Nous, les journalistes, ne reprochons rien à M. Jean-Pierre Fabre. Aucun journaliste n'a poussé Jean-Pierre Fabre à être là où il est. Il a été chef de file de l'opposition pendant 6 ans. Et ça n'a fait avancer rien. C'est la parce qu'on se bloque de la contestation permanente qu'on fait avancer un pays. Donc aujourd'hui, il n'a qu'à laisser ceux qui sont arrivés à pas encore 1 an faire aussi le travail. Il a fait 6 ans. Oui, mais l'ami Kodjo dit que c'est parce que les opposants au Parlement sont à faune que Jean-Pierre Fabre s'arroge ce droit-là de porter les c'est trop facile. C'est trop facile quand on a été chef de file de l'opposition pendant 6 ans de s'attaquer aux gens qui n'ont même pas qu'à faire 1 an. Donc c'est trop facile. La politique ne se fait pas comme ça. Chacun a son rythme. Merci. Je vous comprends, mais repartons vers l'auditeur qui est en ligne. Bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. C'est monsieur Kokou. Oui, aujourd'hui, c'est les prénoms des jours. Yao, Kodjo, Kokou, on va aller à Komi, Kossi. Nous vous écoutons. Je salue le plateau. Nous vous saluons aussi. Pour aborder mon premier sujet, je vais attaquer le domaine de l'agriculture. Je voudrais demander tous les projets qui concernent l'agriculture qu'on amène dans ce pays.
dans quelle main valide on met l'argent de ces projets? Pourquoi je me pose cette question? Vous allez voir au niveau des banques, ces sociétés de gardiennage qu'on a créées, c'est les bras valides qui pouvaient travailler, qui sont dans ces sociétés-là, ces jeunes qui travaillent là-bas. Vous allez voir la nouvelle chose qu'on a amenée maintenant, ce que le chef de l'État a inauguré lors de la fête de l'indépendance au lait Togo. C'est une entreprise de conduite de moto, Zeniga. On crie chaque fois que les jeunes laissent bradent les terres pour s'acheter une moto pour venir conduire Zeniga. Maintenant, c'est l'État même qui cautionne cette manière de faire Zeniga une profession. Et on crée une société pour ça. Dans quelle main valide on met l'argent des projets qui sont vers l'agriculture? Merci. Je crois que c'est le ministère de l'Agriculture qui patronne tous ces projets et programmes. Ces comptes, on doit demander, c'est au ministère. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour, ça. Oui. C'est M. Kolani depuis Agua. Notre cher ami Kolani. Oui, je salue vos confrères sur le plateau. Nous saluons aussi. Oui, moi je veux parler des cadres unis qui font des dons. Vraiment, c'est des remarques que moi-même j'ai vues sur la TVT. Si vous voyez, au niveau de Téméga, Uni a organisé un gala de football où on a vu, je ne sais pas si c'est le chef-corps du camp Téméga qui s'est prêté aussi au jeu en tenue. En tenue militaire? Militaire. Donc, ce n'est pas aussi bien. En dehors de ça, quand vous parlez de celui qui est de S-Mono, ce n'est pas lui seul. Moins mono. Oui, peut-être on peut le critiquer parce que c'est un intellectuel ou bien un diplômé de l'université. Mais pour nous aussi, c'est la même chose. Les vélos, tout ce qui donne ça à l'étude de Uni. Mais la question que nous posons, Uni qui a le pouvoir, qui a hérité du RPT, c'est eux qui détiennent tout. Et cette population est pauvre. Vous venez les endormir encore. Cherchez d'où vient la pauvreté. Il ne faut pas tricher cette population. Vous les trichez, après tout, vous venez, vous les donnez des cahiers, vous les présentez sur des chaînes satellitaires, sur la TVT, sur satellite. Au moins, si c'est des télévisions nationales, c'est encore mieux. Les gens nous regardent. Et puis, c'est dans la donnée sans qu'on ne sache, ça fait quoi? C'est des propagandes à tous les niveaux. Mais ce n'est pas aussi bien. Monsieur Satt. Merci. Et puis, pour finir, là, le ministère de l'Agriculture, il n'a pas de service de communication. Pour faire savoir ce qu'ils sont en train de faire, ce que Takala dit, c'est une réalité. Allez-y voir les paysans, aidez-les à mieux produire, mettez les unités de transformation là-bas, mais non. Et puis crier, il faut mettre une vie dans les villages. Il y a le ministère de l'équipement rural. Mettez les écoles, les dispensaires qu'on soit dans les villages, mettez l'électricité, voici les enfants vont venir en ville. Il faut une viabilité des milieux ruraux. Merci l'ami Kolani. Merci. Quand vous êtes généreux, vous allez laisser la place à ceux qui attendent en ligne. Déjà le suivant, bonjour. Allô. Oui. Bonjour. Bonjour à vous. Oui, c'est la personne du DP motivé. Oui, nous vous suivons. Oui, ce que moi je voudrais dire que Jean-Pierre Fabre, s'il écrit au chef de l'État pour le rencontrer, c'est pas mal. Puisque toute la classe de l'opposition se tait jusqu'à l'élection, c'est une bonne chose. Au moins, s'il rencontre le président de la République, il pouvait discuter de l'avenir ou bien selon notre élection. Bon, merci. Je vous en prie. Déjà, l'auditeur qui est en ligne, bonjour. Bonjour, c'est Oncle Sam. Oncle Sam. Oui. Oui, nous vous suivons. Ouais, c'est au niveau des dons des cahiers pour une RTT là. On sait qu'eux-mêmes savent qu'on ne les vote pas. Voyons l'élection présidentielle 2018 là. Ils ont écrit sur le panneau là, allons voter. C'est tous les enfants de cours primaires avec foi et Niassibé. Ça, c'est normal ça. Ils savent que les grands ne les votent pas. Merci. Je vous en prie. Un dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Allô, bonjour. Oui. Johannes. Oui, Johannes. Puis, Jean-Pierre Fabre a été chef de file de l'opposition pendant 6 ans et que ça n'a rien changé. C'est sa faute. Si
il n'y a jamais eu d'alternance au Togo depuis un certain moment. C'est la faute de l'opposition. Mais nous sommes hauts là. Les journalistes qui sont avec vous et qui disent ce genre de choses, je me demande s'ils vivent dans le même pays que nous. Ce n'est pas la faute du pouvoir si Jean-Pierre Fabre a été chef de file pendant 6 ans que ça n'a rien donné. Ce n'est pas la faute du pouvoir, mais c'est la faute de celui qui est chef de file. Je me demande pourquoi est-ce qu'on lui impute cela. Laissez-moi pour finir vous dire que l'opposition togolaise n'est pas différente des oppositions en Afrique. Sauf que dans d'autres pays, le temps qu'on arrive à critiquer l'opposition, quelle nouvelle stratégie et tout ça là, peut-être elle est déjà arrivée au pouvoir. Et les critiques qui restent, c'est de savoir comment elle dirige le pays. Sauf qu'au Togo, le pouvoir a fait de notre opposition une opposition éternelle parce qu'il veut être au pouvoir éternellement. Donc, en somme, pour vous, les fautes sont plutôt à rechercher dans le camp du pouvoir. Mais bien sûr. Merci beaucoup. Faute de temps, souffrez que je vous arrête là. C'est un impératif du temps. 93.5 Canal FM. Eh bien, nous revenons ici pour clore l'émission en beauté. Vous avez chacun 100 secondes chrono en main. Un dernier point qui vous tient à cœur et puis vous terminez par votre carton de fin d'émission. Didier Assomba. Moi, j'ai 2 observations à faire rapidement. Pour répondre globalement à nos auditeurs avant de partir. Je voudrais faire comprendre que tel on fait son lit, on se couche. Parce que quand on parle de Jean-Pierre Fabre, du pouvoir, de l'opposition, pendant longtemps, des gens ont fait comprendre que s'approcher du pouvoir, c'est se faire corrompre. Et quand un opposant ose demander dialogue avec le pouvoir, il est corrompu. Et on a fait ça pendant longtemps, l'a pratiqué pendant longtemps. Aujourd'hui, ça se retourne contre ceux qui ont promu cette idéologie-là. Deuxième observation que je veux faire, c'est peut-être pour le ministre de l'Agriculture, c'est de veiller à ce que les nouvelles initiatives en cours, les nouveaux projets en cours ne tombent pas dans le carcan de carcan partisan. C'est-à-dire, un auditeur l'a relevé que dans des localités, quand vous voulez faire une entreprise agricole, vous êtes obligé d'abord d'aller faire allégeance au préfet, au chef du quartier ou du village avant que ça ne prospère. J'aimerais que le ministre prenne cette remarque-là en compte pour que on ne tombe pas dans ce piège-là qui ne nous aide pas à avancer. Merci. Votre carton? Je n'en ai pas. Merci. Ali Romorou Tchakala. Oui, hier, on était en plein bouclage et quand quelqu'un nous a appelé, nous informant d'une situation qui avait lieu à Djaglé, c'est-à-dire qu'il y avait des policiers qui arrêtaient certains conducteurs de taxi-moto. Avant de reprendre votre moto, il fallait payer 5 000. Donc, 5 000. Ces conducteurs de taxi... Pour quelle infraction? Bon, je ne sais pas. Donc, ces conducteurs de taxi-moto ont compris le message du général Yark. Il demandait à ces policiers, oui, nous voulons bien payer les 5 000, mais en contrepartie, nous voulons un reçu. Mais ces policiers n'ont jamais été capables de leur donner le reçu. Donc, ça veut dire que ces sous vont ailleurs que là où ils devraient aller. Donc, ça veut dire que certains sont en train de mettre en mal les dispositions prises par le général Yark, qui ne voudrait plus qu'il y ait rançon et il y a aussi cette histoire de corruption sur nos voies. Donc, félicitations à ces gens-là qui ont refusé de payer sans avoir de reçu de ces agents-là. C'est un bon acte que je salue. Merci. Maintenant, s'agissant aussi de la campagne des éperviers, en une semaine, les éperviers ont pris le dessus, les éperviers locaux ont pris le dessus sur le géant nigérian par 2 fois, au Togo et à Thiès, au Sénégal. Donc, ça veut dire que si on fait confiance à certains de nos joueurs, ils peuvent aussi créer cette embellie au sein des internationaux. Donc, vivement que le Claude Leroy qui est décrié, on puisse lui trouver une substitution parce que les actes sont là, qui parlent d'eux-mêmes. Donc, carton vert à Jean-Paul Abalo Dossé et à tous ces poulains qui nous donnent du plaisir ces derniers temps. Merci. Lucien Jossou-Mensah. Bon, je voudrais dire une chose. Quand vous avez ici au canal FM institué une partie interactive de notre émission, j'étais très heureux. Je prie les auditeurs qui appellent, soit pour faire des observations, soit pour poser des questions, d'être réalistes.
Sinon, si nous n'apprenons rien, nous aussi, on a envie d'apprendre avec d'eux. Ils n'ont pas besoin excusez-moi que les gens viennent débiter des absurdités. Jean-Pierre Fabre n'est pas un connu au Togo. Il a participé à la conférence nationale souveraine. Nous l'avons vu, ce parcours jusqu'à présent. On n'a rien contre lui. Je prends un exemple que je dis pour conclure. Prends le Sénégal. Le Sénégal, que nous considérons comme un pays démocratique en Afrique. Senghor a mis son opposant, Amadou Dia, en prison. Diouf a mis Wade en prison. Wade a mis ses opposants en prison. Macky Sall a mis ses opposants en prison. On n'a jamais dit que le Sénégal est une dictature. Et on n'a jamais accusé les régimes. C'est les opposants qui doivent s'organiser dans la vie. Quand tu penses que le mal ne vient que de l'autre, tu échoueras toujours. Merci. Comme vous avez parlé du Sénégal, le Sénégal qui a vu la libération de l'ancien maire de Dakar, il est sorti de prison sur grâce présidentielle. Le président Macky Sall qu'on a vu la semaine dernière, bras dessous avec Abdoulaye Wade à l'inauguration d'une grande mosquée à Dakar pour dire que il y a toujours des passerelles qui sont tissées entre la classe politique ici si vous ne voulez pas rien, Lucien, maintenant votre carton de fin d'émission. Non, moi je ne veux pas d'un carton. Les gens viennent débiter des absurdités. S'il vous plaît, Lucien, nous nous respectons mutuellement. Bon, depuis quelque temps, il y a un phénomène des produits de la brasserie du Bénin, notamment la bière Pils. Des journaux tirent à l'endroit, d'autres tirent à l'envers. Aujourd'hui, je vous mets en opposition ces deux articles de presse. Togo Matin qui écrit à la page 11. Ambassadeur de la marque de boisson Pils. Ces ambassadeurs, c'est un pour nom Agboti Yao Mawenam, King Mensan et les Toufan. Voilà nos artistes de la chanson qui se portent ambassadeurs de la boisson Pils. De l'autre côté, le journal Symphonie qui écrit qu'un condom a été retrouvé dans une bouteille Ladja non décapsulée. Donc voilà l'envers et le décor que je laisse à votre appréciation avec l'espoir que vous aurez le sens de discernement pour trouver la bonne graine du livret. Quant à moi, je me réjouis de vous retrouver au bout des ondes aujourd'hui. Rendez-vous demain mardi à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien. Raison de plus de continuer à célébrer la vie.